Ajusté à la caméra 2, juste à côté, la caméra 3, gérée par Bonfils. Nous allons entamer maintenant la thématique famille pour parler avec Monsieur Fréjus Zamblé de comment communiquer avec son enfant sans crier. Alors, l'éducation d'un enfant n'est pas chose aisée, hein, on le sait, mais comment garder le bon ton, la bonne température, le bon tempérament, c'est ce que nous allons en tout cas aborder ici avec Monsieur Zamblé. Bonjour Monsieur Zamblé. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Il y règne ici une très bonne ambiance et en ce mercredi. Magnifique. Super. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles déjà un parent se met à crier? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison qu'on pourrait citer, c'est le fait d'avoir une mauvaise perception de la situation. Donc, très souvent, on est impatient envers nos enfants parce qu'on se dit qu'en principe, par rapport à son âge, par rapport à la classe qu'il fait, il devait pouvoir savoir certaines choses. Donc, du coup, quand on voit l'enfant qui n'est pas en train de faire ce que nous, on lui a demandé de faire, ça nous énerve. Donc, on se met à crier. La deuxième chose, c'est que souvent, on pense que crier est la meilleure arme pour communiquer. Parce que l'idée pour nous, on veut soumettre l'enfant. Donc, on veut hausser le ton, on veut parler un peu plus fort pour l'emmener à faire. Mais la vérité, c'est que c'est une arnaque. C'est une arnaque parce que crier n'a jamais été le meilleur moyen de communiquer. Et là, il faut faire une différence entre obéissance et soumission. Donc, tout à l'heure, on l'a vu un peu dans l'émission passée, c'est que quelqu'un qui obéit, il fait les choses de bon gré. Mais très souvent, on crie pour que l'enfant puisse obéir. En réalité, lorsqu'il va faire, il ne va pas obéir, mais il sera soumis. Et le résultat, c'est que demain, si on n'est pas là et qu'on ne dit pas la même chose, oui, sur le même temps, il ne le fera pas. Et avec une autre personne? Avec une autre personne, il ne le fera pas. Donc ça, c'est dû aussi au fait que, la troisième raison, c'est dû au fait que souvent, on se croit parfait. Et on pense que nos enfants sont parfaits avec nous. Et là, j'écrivais un article pour dire que nos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont juste besoin de parents imparfaits comme eux. Du coup, ils comprennent que, attention, le langage que nous parlons, c'est le même langage et du coup, il serait intéressant pour nous de pouvoir valider ce que le parent est en train de dire. Vous avez dit mauvaise perception de la situation, ouais, à travers les exemples que vous avez donnés aisément, on comprend bien. D'aucuns pourraient dire crier égale aller plus vite. Généralement, c'est une arme qu'on utilise. Moi, j'appelle ça une arme. Parce que justement, on se dit qu'il faut crier pour mettre la pression. Mais la question qu'on se pose souvent, tout à l'heure, j'ai dit, on pense que les gens, par rapport à leur âge, par rapport à ce qu'ils sont, doivent pouvoir savoir certaines choses. C'est faux. Moi, je vais vous donner des exemples très simples pour comprendre. Allons-y. Alors, nous, on avait une nounou à la maison qui avait un enfant, donc elle était plus âgée que nous. Et ce qui se passait, c'est que lorsque ma mère part au boulot, en revenant le soir, elle trouve qu'il y a certaines tâches qui sont là. Et des choses vraiment élémentaires. Donc, peut-être elle a enlevé de la viande au frigo, elle dépose juste pour dégivrer. Donc, elle s'est dit en principe que quand la dame va venir, elle va pouvoir frire le poisson. Elle revient du boulot, c'est là. Elle est énervée. Et donc, chaque fois, c'était des cris. Et je lui ai une fois dit que, est-ce que tu penses que la dame comprend son cahier de charge? Est-ce qu'elle comprend la tâche que tu lui demandes de faire? Alors, voici ce qu'on va faire de façon très simple. Chaque matin, tu vas prendre une feuille, tu vas lui décrire la maison telle que tu veux qu'elle soit. Et ensuite, quand tu vas faire le petit dessin, en bas, tu vas énumérer les tâches. Donc, énumérant les tâches, j'ai mis, par exemple, balayer le salon. Elle dit non, ça, c'est élémentaire. Il dit non, tu mets ça. Mais depuis qu'elle a fait ça, on n'a plus d'écrit à la maison. Donc, sa mauvaise perception de la situation faisait que souvent, elle s'emportait. Elle se mettait à crier parce qu'elle se disait qu'en principe, elle doit pouvoir savoir ça. Donc, la question, pour revenir à nos enfants, oui, est-ce que quand on leur parle, ils comprennent ce que nous sommes en train de dire? Est-ce qu'ils comprennent exactement ce qu'on veut leur demander de faire? Je vois par exemple des parents chaque matin qui sont en train de crier, mais il n'est pas encore prêt, mais tu vas me mettre en retard. Mais être prêt, là, qu'est-ce que ça veut dire pour l'enfant? Est-ce que ça veut dire que son sac, il est prêt? Ou bien est-ce que ça veut dire qu'il est en uniforme, chaussé, son sac prêt? Il faut lui expliquer. Oui. Il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer. Donc, quand on le fait, on devient moins patient. On devient moins patient et on n'attend pas des choses extraordinaires de l'enfant. Parce que, bien entendu, on comprend que il n'a pas matérialisé exactement ce qu'on lui demande de faire. Et du coup, on arrive véritablement à l'aider pour passer à l'action. Et vous allez voir que toutes les fois que vous allez revenir sur le même problème,
ça va s'améliorer. Parce qu'il aura déjà eu des acquis qui vont lui permettre d'automatiser certains gestes. Alors, M. Zamblé, hein, avec le développement que vous nous faites, c'est clair que tout part de la communication et du bon ton à avoir et surtout la pédagogie explicative pour que les enfants comprennent aisément. Mais à quel moment on module le ton de sa voix? Parce que des fois aussi, il faut taper du poing de la table. On n'a pas dit qu'on devait chuchoter dans les oreilles des enfants pour leur faire comprendre aussi des choses. Il faut qu'ils sachent aussi les variations. Comment doser tout ça? D'accord, ça c'est une très belle question. Vous savez, de 4 ans, à partir de 4 ans, donc de 3 ans même aujourd'hui, jusqu'à 8, 9 ans, les enfants, ils font un certain type d'exercice. Donc, ils nous testent. Donc, ils vont nous tester. Et ça, c'est l'une des causes, des raisons qui font que beaucoup de parents crient. Donc, ils les interprètent la manière d'agir de l'enfant ou son refus de passer à l'action comme une offense personnelle. Mauvaise interprétation. Mais généralement, les enfants, ils testent pour voir jusqu'à quel niveau ils peuvent aller dans ce qu'on leur demande. Donc, c'est en ce moment, bien entendu, quand on s'est rassuré qu'il a compris exactement ce qu'on lui demande, et que souvent, il va jouer un peu avec pour voir est-ce que c'est vraiment utile pour nous? Est-ce que c'est important pour nous? Parce que le truc, c'est que si on laisse, il va dire, OK, donc ça, c'est pas important, je ne fais pas. Donc, c'est en ce moment qu'on peut taper sur la table. Mais je dis là même encore, on peut crier, mais avec bienveillance. Et comment? Oui. Concrètement, oui. Concrètement. Oui. Alors, très souvent, lorsqu'on se... on se met à crier, vous allez remarquer que dans la plupart des cas, je vais dire 90% des cas, non seulement le message n'est pas clair. Oui, on bafouille. On bafouille le message. Et de deux, on bafoue l'enfant aussi. Dans la communication qu'un parent doit avoir avec son enfant, la personne est plus importante que le message. Ça, je répète, dans la communication qu'un parent doit avoir avec son enfant, la personne est plus importante que le message. Qu'est-ce à dire? Donc, en ce moment, lorsque nous sommes en train de crier, est-ce que les mots que nous utilisons ont pour effet de blesser l'enfant? Mais on peut être ferme en lui demandant, non, chérie, OK, je t'ai dit de prendre ça et de déposer ici, s'il te plaît. On a haussé le ton, il est ferme, mais il est bienveillant. L'enfant ne se sent pas blessé. Mais la plupart du cas, quand on hausse le ton, c'est pour insulter. C'est déjà fou. Mais regarde, ta tête est... Mais je te parle, mais... L'enfant, il se sent humilié. Et en plus, il faut regarder le cadre dans lequel on se trouve. Très souvent, il y a des neveux, il y a ses petits frères qui sont là, et on dit ce genre de choses-là. L'enfant, il est blessé, et comme coach Prisca le disait, ce qui va arriver, c'est que l'enfant, il va passer en mode rébellion. Donc, parce qu'il s'est senti blessé, il ne va pas laisser. Et en ce moment, on ne dit pas qu'on est en train de communiquer. Parce que si nous, on hausse la voix et que l'enfant, il est frustré, il va nous attendre au tournant. Souvent aussi, ils nous font des manières. Nous, on est frustrés, on est énervés. Ce qui fait que quand on reste dans notre coin et qu'il revient, il dit, papa, on dit, il ne faut pas m'énerver. Alors, il vient exactement de me faire ça. Alors, M. Zamblé, dans ce que vous dites, il y a souvent le fait qu'on ait raté le coche quelque part. Hein, et moi, j'ai quelqu'un qui me disait, mon enfant est trop têtu. Quand je parle à mon enfant, il ne m'écoute pas et tout. Comment, eh bien, subtilement ajouter cette fermeté-là quand, vraiment, même quand on dit à l'enfant... mon fils ne fait pas ça et l'enfant continue. Comment, eh bien, ajouter encore cette fermeté-là? Parce que l'enfant peut être véritablement têtu parce qu'à la base, on a raté quelque chose. D'accord. Généralement, dans ce genre de situation-là, l'une des tendances qu'il faut prendre en compte, c'est le fait de savoir exactement qui est en face de nous. Je répète, dans la communication, l'individu est plus important que le message. Donc, l'enfant qui est en face de nous, comment lui, il perçoit les choses? Une fois qu'on a compris comment il perçoit les choses, ça peut nous permettre, bien entendu, de pouvoir adapter notre communication. Donc, je vais parler de la personnalité de la personne qui est en face de nous. Je vais vous prendre un exemple simple. Une dame qui vient me voir, qui me dit son enfant, il est impoli. Je dis, madame, c'est pas trop fort. Elle dit, non, il est impoli, il n'écoute jamais personne. Je lui ai dit, OK, magnifique. Mais donnez-moi un exemple pratique. Elle me dit, par exemple, quand vous coupez ses cheveux, c'est toute une guerre. Elle va répéter sur 2-3 semaines. Et l'enfant, donc je suis allé, j'ai vu l'enfant, en fait, il a une personnalité qu'on va appeler rebelle. Donc, c'est des personnes qui sont blessées, qui se sentent frustrées, elles ont peur de se sentir frustrées. Du coup, elles affichent un comportement qui donne l'air des personnes qui sont en train de se rebeller. Mais ces personnes-là, généralement, même quand on est dans les classes, ça on le dit aux enseignants, il faut le nommer chef de classe.
Il faut lui donner des responsabilités. Il faut le valoriser. Donc, j'ai dit à la dame, comment tu lui dis souvent? Mais comme elle sait qu'on ne lui parle pas une fois, même quand elle lui parle, elle lui dit, toi, je sais que si j'ai dit d'aller couper tes cheveux, tu vas pas partir. Ouais. Donc, il faut rester là. Mais le jour où tu seras fatigué, là, tu vas partir. J'ai dit, madame, bon, on va réadapter le message. Donc, cette fois-ci, bienveillance, dis-lui, écoute, chérie, lundi, c'est jour école, et moi, je veux vraiment que tu sois très clean parce que tu es un beau garçon. Il a suffi qu'elle dise ça, l'enfant allait couper ses cheveux. Mais c'est dit, même les fois où il coupe les cheveux, il fait toujours une phase dans les cheveux. Et ce jour-là, quand il est revenu, quand elle a dit ça, automatiquement, 20 minutes après, elle ne l'a plus vu. Elle a attendu qu'il revienne. Elle voit il est coiffé. Elle se dit, ah, mais attends, ça là, est-ce qu'il n'a pas fait une phase derrière là-bas? Elle constate que vraiment c'est clean, quoi. Elle lui demande, mais il dit, aujourd'hui là, où tu as dormi? Et puis voici ce que l'enfant va lui dire. Moi, ça m'a marqué. Il lui a dit, maman, est-ce que tu as vu comment tu m'as parlé? Est-ce que toi-même tu t'es entendu parler? La façon dont tu m'as parlé là, c'était impossible pour moi de ne pas obéir. Donc, dans ce genre de cas-là, il faut comprendre la personnalité de l'individu. On a qui en face de nous? Et si on comprend comment, qui est en face de nous, ça peut nous permettre d'avoir le bon message. Alors, moi, j'ai une question à deux volets, hein, toujours dans le prolongement de l'exemple que vous venez de prendre. Est-ce qu'il faut toujours user de flatterie pour pouvoir ajuster la communication qu'on a avec son enfant? Et puis, comment en amont connaître le profil de personnalité de notre enfant? D'accord. Moi, je vais répondre par la deuxième question. Il n'y a pas de souci. L'une des manières de connaître le profil de notre enfant, il y a plein d'exercices, d'accord? Il faut, par exemple, lui demander de nous compter ses vacances. Vous allez voir que quelqu'un qui est visuel, moi, je suis visuel, donc moi, généralement, j'utilise voix. Donc moi, par exemple, pour communiquer avec moi, tant que je n'arrive pas à me représenter les choses en images, ça ne passe pas. Vous comprenez? Il y a certaines personnes, on leur parle, elles sont auditives, elles vont comprendre. Il y a certaines personnes, par exemple, quand tu leur dis quelque chose dans lequel elle doit rentrer en action, ça l'intéresse. Donc, on va parler de kinesthésique. Donc, ça, on peut le faire. Si c'est trop compliqué, on peut s'adresser simplement à un spécialiste qui va nous faire des tests psychométriques et puis on va pouvoir déterminer ça. La deuxième, pour répondre à la deuxième question, de toutes les façons, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu dans n'importe quelle entreprise ou société ou vie familiale que la flatterie a tué quelqu'un. D'ailleurs, ça met toujours les gens en valeur. Mais ça peut erroner aussi leur perception de la réalité. Quand je dis flatterie, là, il faut faire attention. Donc, on ne va pas dire que ce qu'il a fait là, c'est... On voit que le gars, par exemple, il est mal habillé, il arrive, non, mais tu dis, ah, aujourd'hui, hein, bon, franchement... Oui, ou peut-être ce que l'enfant a fait, c'est pas bon, mais on lui dit quand même de flatter, oui. Mais au moins, il a fait quelque chose de bon. Si vous vous rappelez, dans l'émission passée, j'ai dit qu'un enfant qui a 2, on doit le féliciter. Donc, il est mal habillé, on veut qu'il change sa manière de s'habiller. Ah, chérie, aujourd'hui, tu t'es bien habillée, hein, c'est bien. Mais, tu vois, je pense qu'il y a telle chose, si tu changes, ça sera parfait. Parce que le problème, c'est que quand on est dans la négativité, ça crée forcément la rébellion. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. C'est de trouver les mots justes. Les mots justes. Tu vois quelqu'un, tu lui dis, non, tu es mal habillé, il va se froisser. On dit, non, mais aujourd'hui, là, vraiment, c'est une salle spéciale. Hein. Mais je pense que si tu ajustes telle chose, ça peut être intéressant. Et même nos boss dans nos entreprises, tu envoies un rapport et puis il te dit, mais attends, mais qu'est-ce que ça c'est? Mais c'est n'importe quoi, ça va nous frustrer. Mais il dit, tu as fait un très bon travail, mais je pense qu'il y a tel aspect à corriger, tu seras plus pressé même de le corriger. Donc ça, c'est clair. Il faut emmener nos enfants à avoir confiance en eux, en les valorisant, remerciant déjà pour ce qu'ils ont fait. Oui. Et ensuite, s'il y a des ajustements à faire, on peut le faire. Alors, c'est vrai que ce que vous dites, c'est communiquer, c'est savoir parler à l'enfant, c'est utiliser vraiment le bon ton. Mais à quel moment il faut hausser le ton, s'il faut le faire? Il faut hausser le ton lorsque l'enfant il a compris l'information, comme je disais. Il a compris très bien ce qu'on veut dire. Mais peut-être qu'il est en train de nous tester pour voir jusqu'à quel niveau on est... l'information qu'on lui donne est importante pour nous. Mais là encore, je reviens à ce que j'ai dit. On va hausser le ton, mais de façon bienveillante. On est faible, non, non, tu ne sors pas. On ne va pas dire, mais toi, mais quand tu parles là même, tes oreilles sont bouchées. On a haussé le ton, mais ce n'est pas bienveillant, ils se sont frustrés. Oui. Donc, j'ai dit que tu ne sors pas, non, c'est fini. Si tu veux, après, on en discute. Et puis, on s'était. Le message, il est clair, il est précis, mais il n'est pas blessant. Ouais, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Finalement, tout part de la méthode langagière. Hein, bien sûr. Et ça ramène à l'éducation propre même aussi des parents, en amont.
Donc, un parent qui a été habitué à un langage, on va dire, vraiment trivial, comment aujourd'hui, lui, il rattrape le tir? C'est une très belle question. Je disais que entre avoir du résultat et avoir raison, moi, je préfère le résultat. Parce que dans la plupart des cas, on a raison. On a crié sur l'enfant. Quand on explique même aux voisins ou à notre conjoint ou à notre conjointe, on est très fiers de dire non, mais j'ai haussé le ton. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas fait. J'ai déjà foule là-bas. Hein. Donc voilà, comme tu dis, j'ai déjà foule. Mais on n'a pas eu de résultat. Aujourd'hui, si on comprend qu'on doit pouvoir changer notre langage, ça se dit quelque part que hier, j'ai haussé le ton, je n'ai pas eu de résultat. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, si on commence à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est sûr que notre manière de communiquer va changer. Et bien entendu, il y a des conseils. Donc, nous sommes là, nous écrivons. Et là, moi, j'ai un livre, Comment communiquer efficacement avec son enfant sans cri, 7 méthodes. On peut aussi se faire accompagner pour voir exactement quelle est la raison même pour laquelle on crie. Elle avait parlé des blessures intérieures, le fait de ne pas être patient, le fait de pouvoir regarder une situation et se dire peut-être que la situation, une mauvaise situation passée risque de se répéter. Oui. C'est tout ça qui fait que souvent on n'est pas, on hausse le ton, on est énervé. Or, pourtant, souvent, la situation qui se passe n'est pas vraiment énervante. On va peut-être crier, on va parler à l'enfant, on va essayer de communiquer avec l'enfant. Qu'en est-il de la punition? À quel moment? Et puis, quel genre de punition aujourd'hui? D'accord. Alors, pour punir, il faut savoir que il faut déjà avertir. Il y a ce que, par exemple, j'appelle la charte familiale. Lorsque j'accompagne les parents à faire la charte familiale. La charte familiale, c'est qu'est-ce qui est permis de faire chez nous, ici, à la maison. Quel est le règlement intérieur de la maison? Et si on ne fait pas, quelles sont les punitions? C'est pas caporaliser un peu la vie familiale? Pas du tout. Pas du tout, parce que ça va dépendre de ce que nous, on veut communiquer comme valeur à nos enfants. Et là encore, je reviens, c'est pas aux parents de s'asseoir pour dire... Ah, justement, les protagonistes de cette voilà, édition. Moi, ici, on ne fait pas ça. Est-ce que l'enfant, il comprend pourquoi il ne doit pas faire ça? Donc, on écrit, la charte se fait avec les enfants. Okay. Écoutez, moi, je veux, par exemple, avoir une famille très harmonieuse, où on se respecte, où on s'aime. Dites-moi ce qu'il faut pour pouvoir valider toutes ces valeurs-là. Okay. Ils vont vous dire. Ils vont vous dire. Si on pense que si on fait ceci, ça sera comme ça. Si on fait ceci, on sera comme ça. On écrit ça avec eux. Chacun comprend qu'il est impliqué. Maintenant, si on ne fait pas, qu'est-ce qu'on fait? Eux vont donner les sanctions. Mais vous savez, si l'enfant comprend que lui-même, il a pris les sanctions, c'est difficile pour lui d'enfreindre aux règles. Parce que c'est lui-même qui a décidé. Et c'est là que les banques ont étudié très bien cet aspect-là. Quand tu vas à la banque prendre un prêt, on te dit tu rembourses quand? Tu dis non, la première semaine du mois, on dit quand? Le 6. OK. Donc on écrit le 6. Du coup, quand on t'appelle, ça te met la pression. Avant même que le 6 arrive, tu te sens obligé d'aller payer. C'est la même chose. Donc quand l'enfant lui-même, il prend les engagements, et quand ça arrive et qu'on doit le punir, il comprend pourquoi on l'a puni. Mais si on vient, on tape, on crie, sans qu'il ne sache exactement qu'est-ce qu'il a fait, mais c'est sûr qu'il va répéter la faute. Donc l'une des meilleures méthodes peut-être pour vous, avec ce que vous dites, c'est de laisser l'enfant choisir peut-être sa punition. On choisit la punition. Vous n'êtes pas excessif dans nos... Oui, il choisit sa punition. Oui. Je veux 2 glaces. Ah non, pas ce genre de punition. Je veux 2 glaces. Bien entendu. Pas ce genre de punition, non. Mais punis-moi avec 2 glaces. Non, je veux dire que même quand il choisit la punition, on a toujours la possibilité d'ajuster. Oui. Hein? On a toujours la possibilité... donner une glace. Voilà. Non, on ne va pas donner une glace. Même pas de glace. On va dire, on ne donne pas de glace, par exemple. Ou bien, il y a une caisse qui est là. D'encaissement, donc ton petit déjeuner, tu dois mettre 100 francs dedans. Pour la famille. Donc, c'est tout un programme, toute une charte vraiment intéressant, amusant. En fait, c'est participatif. Participatif, bien entendu. C'est bien ce que vous dites, mais vraiment, on n'a pas ça dans nos Et c'est à quel âge, justement? Voilà. Les enfants, ils sont tout petits. C'est vrai qu'il faut commencer, depuis même la naissance, à discipliner les enfants. Mais c'est à quel moment on commence à établir ce genre de règles, ce genre de contrat social, sinon familial? Oui. C'est un contrat. Oui, le mot, il est très bienvenu. C'est un contrat. Moi, je dis depuis qu'ils sont petits. Depuis que bébé, quoi. D'accord? Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on se dit, il ne comprend pas. Oui. On dit, il a 1 an, il a 2 ans, il a 4 ans, il a 5 ans. Lui, là, il ne comprend pas. C'est comme ça, il est où? C'est comme ça, il est. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'enfant est en train de forger sa personnalité. Oui. Jusqu'à arriver à un certain moment, quand on vient avec une nouvelle information, on dit, tu ne m'as pas dit ça. Oui, c'est vrai. Ça devient compliqué. Donc, je vais dire, c'est depuis le bas âge. Maintenant, si aujourd'hui, nos enfants sont déjà grands et que c'est difficile pour eux de communiquer, on va déjà commencer à être en connexion avec eux.
Mais rassurez-vous, quand on va commencer à rentrer en connexion avec eux, ils vont voir ça en piège. Est-ce que le vieux, là, il ne veut pas me faire un truc? Ouais. Donc, l'idée pour nous, c'est de commencer à leur poser des petites questions. Comment tu vas, ta journée? Ça permet de rentrer déjà en communication, en connexion avec l'enfant. Ah, mais dis-moi, ta journée, c'était comment? S'ils ne s'ouvrent pas, on peut commencer nous-mêmes. À table, on dit, ah, mais aujourd'hui, il y a une journée extraordinaire. Est-ce que vous savez ce que j'ai vu à la vie? Non. Et puis, on commence à expliquer. Ça va emmêner l'enfant, bien entendu. On ouvre un débat pour pouvoir... Voilà, il va commencer à parler, il va commencer à parler. Et quand on va, bien entendu, changer notre manière de communiquer, je vais dire, on sera un peu plus bas, ça va nous permettre, bien entendu, permettre à l'enfant de venir lui aussi. Bien sûr. Allez, on va marquer une pause. On part avec le micro-trotte et on revient. Comment communiquer avec les enfants sans cri? On regarde la vie des populations. Il faut d'abord apprendre à l'enfant à être sage dans un premier temps. Et dans un second temps, il ne faudrait pas porter main, surtout quand l'enfant fait du bruit et autres. Il faut l'approcher, mais qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça, ne fais pas ci. Si tu fais ça, je ne veux pas te donner des petits présents. C'est par rapport aux petits présents que j'ai les enfants, ils sont attentifs. Ils peuvent même dire à leurs camarades, non, on ne fait pas ceci, cela, parce que si tu fais ça, papa ne va pas te donner ce que tu as besoin. C'est un peu ça, quoi, pour ne pas trop... Quand on crie sur les enfants, ça les stresse. Moi, ma stratégie que j'adopte, c'est la communication dans la douceur. Il ne s'agirait pas de, comment on dit, la même brutaliser ou bien faire dans la violence. Ça ne va pas servir. Au contraire, ça va le faire fuir de vous. Donc, il faut communiquer avec l'enfant, le reprendre à part. Quand vous êtes en famille, le prendre à part pour le faire asseoir, lui parler tranquillement. Là, ça va passer. Bon, l'enfant, quand je lui parle qu'il ne m'écoute pas, je l'appelle, je vais vers lui, je l'attrape et puis je lui montre mon doigt et puis je lui parle doucement. Avec ça, comme ça, l'enfant, ça passe. Parce que quand il faut crier sur l'enfant, vraiment, ça ne marche pas avec lui. Avec l'enfant, il faut être, dur et puis souple. Surtout ne parlez pas à vos enfants dans la rue ou bien devant plusieurs personnes. Vous l'appelez à la maison et vous dialoguez avec lui. Ne le brutalisez pas. Vous lui parlez calmement. Il va comprendre. Mon astuce pour pouvoir parler aux enfants, ce sont les regards. Parce que l'éducation commence d'abord par les regards. Donc quand je t'observe par mes regards, tu sais ce que je vais dire. Voilà, donc je ne parle pas trop. Ah, franchement, le dernier intervenant, il a dû piquer cette astuce à sa maman, parce que ça, c'est la méthode typique des mamans. Au regard seulement, vous savez exactement ce qu'elle a à dire. Elle n'a pas besoin d'ajouter un mot. En tout cas, on a eu un panel de propositions, sinon de dispositions que les parents prennent pour pouvoir communiquer avec leurs enfants. En dernier lieu, on a envie de vous demander quelles sont les astuces et autres conseils véritablement pour ne pas crier à la maison. D'accord. La première chose, c'est de travailler notre patience. Il faut qu'on soit patient et il faut qu'on se dise qu'en principe, ce que nous, on sait, ce n'est pas évident que les enfants le sachent parce qu'on crie, parce qu'on se dit par rapport à son âge, en principe, il y a certaines choses qu'il doit pouvoir savoir. On doit pouvoir sortir de la normalité, l'aspect normatif des choses. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut commencer à créer d'abord la connexion avec notre enfant. Et pour créer la connexion, il faut commencer à lui poser des petites questions. Comment il va, son école, ses amis, c'est qui, mais qu'est-ce qu'ils pensent sur tel sujet. Quand on regarde la télévision avec eux, il faut leur poser des questions. Nous sommes en train de manger, on peut compter notre journée. Ça va les amener. Si on le fait pendant 1, 2, 3 mois, on va se rendre compte qu'ils vont commencer aussi à le faire. Et ça va permettre déjà de rentrer en connexion avec eux. Parce qu'on ne peut pas communiquer avec eux s'il n'y a pas de connexion. Donc l'enfant ne nous prend pas comme son référent. Et la troisième chose, pour finir, c'est que aujourd'hui, il faut comprendre que nos enfants ne sont plus les enfants d'hier. Nous sommes au XXIe siècle. L'information est partout, seulement que ce n'est pas la bonne information. Notre boulot, si on ne communique pas avec eux, si nos enfants n'arrivent pas à nous faire un retour de ce qu'ils vivent dehors,
c'est clair qu'on va les perdre. Donc, quand on comprend que les conséquences sont très graves, nous-mêmes, ça nous amène à faire l'effort de pouvoir s'outiller en regardant les conférences, en lisant les livres, pour comprendre, bien entendu, les différents aspects de la communication et adapter notre communication. Surtout que nous avons des enfants 2.0 au 21e siècle. Merci beaucoup à M. Zamblé Fréjus, c'est le conseiller parental. Eh bien, la communication, c'est important. C'est très important, exactement. Et créer une confiance avec ses enfants permet de vraiment jeter les bases d'une saine communication et d'une vie épanouie.